Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet central de l'investissement long terme, les ETF. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que j'en parle assez souvent et pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs leviers pour bâtir un patrimoine boursier qui est serein, diversifié et accessible à tous. Et pour creuser le sujet en profondeur aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Kienman, qui est investisseur et éducateur passionné. Dans cet épisode, on va explorer notamment les fondamentaux incontournables des ETF, les ETF plus avancés, on verra Smart Beta, les obligataires à levier également, et pour partager notre vision sur le futur des ETF et du marché. Donc un échange qui sera vraiment enrichissant, que tu sois débutant ou même investisseur. Et donc avant de commencer, pense bien à t'abonner, laisser un avis 5 étoiles et partager cet épisode autour de toi. Ça nous motive à proposer du contenu de grande qualité. Allez, c'est parti. Bienvenue Simon sur le podcast. Hello, bienvenue à toi et merci d'avoir bien prononcé mon nom. C'est pas facile de prononcer le mot Kinman et tu as bien réussi. Donc t'as validé l'étape, je reste. Yes, pour la première fois en plus. Nickel. C'est Bon, ça, c'est dis-moi ça. Simon, est-ce que tu pourrais nous te présenter un peu à la communauté? Ouais, écoute, moi j'ai un parcours diversifié, un peu comme mes investissements. J'ai commencé mes études pour devenir ingénieur son. Ensuite, par concours de circonstances, je suis devenu DJ de métier et directeur artistique. Ce que j'ai fait d'abord en France, puis à l'international. Au bout de 7-8 ans, j'ai senti que j'étais arrivé un peu à un stade où j'avais un peu réalisé mes objectifs. J'avais plus envie de continuer forcément là-dedans. J'étais passionné d'investissement à côté depuis mes études, un peu le syndrome de l'imposteur au début pour commencer à en parler, pas trop de business model, tu vois, savoir comment démarrer là-dedans. Et à un moment, en discutant avec une amie qui m'a demandé des conseils sur son portefeuille, qui me demandait comment elle pouvait investir, mais elle m'a dit à la fin, mais attends Simon, faut que t'en parles en public. Et donc j'ai commencé à me lancer sur LinkedIn d'abord, puis un peu sur YouTube, sur une newsletter, un peu sur des podcasts comme je fais avec toi. Et maintenant, ça fait 2 ans que je parle d'investissement. Et je parle surtout d'ETF, d'actions, de macroéconomie un peu, et puis un peu de Bitcoin aussi, à mes heures Ok. perdues, voilà, voilà. Tu lis un peu tout, mais ton secteur, ta niche principale, c'est quoi? C'est les ETF? Là où je m'y connais le plus, ouais, c'est les ETF et Bitcoin. C'est mes deux niches où je m'y connais le plus, en tout cas, surtout les ETF, c'est un sujet que j'ai pas mal creusé, ouais. Ok, c'est intéressant que tu parles de Bitcoin parce que justement la semaine dernière on a eu un invité qui était un spécialiste uniquement sur Bitcoin et il croyait, enfin c'était vraiment un pro Bitcoin quoi. Et donc c'est Ok, super enrichissant. Bitcoin maximaliste, Ouais, écoute, voilà, j'écouterai c'est ça, hein, ça. avec plaisir. Donc là Tu aujourd'hui me on vends va ton vraiment podcast pendant l'interview, tu sais. comment? Tu me vends ton podcast pendant l'interview, tu sais. Ouais, tu vois la double casquette. Bon, du coup C'est ça. aujourd'hui on va parler des ETF et je pense qu'on va commencer déjà avec un peu les fondamentaux. Donc on va pas repartir des bases, mais déjà pour toi en tant qu'investisseur, pour qui est fait les ETF? Pour quel type d'investisseur? En fait, j'aime bien dire que les ETF, c'est un peu le début et la fin, tu vois. Je sais pas si tu as cette référence, mais tu as ce fameux mème en courbe en cloche, tu sais, oui, j'investis sur un ETF MSCI World, ensuite je fais des actions, machin, et je redescends pour les Ouais. méga experts, tu vois, les 10% de la population, et c'est j'investis sur un ETF MSCI World. Et en fait, moi, je trouve que ça résume totalement les ETF. En fait, c'est le début et la fin, c'est pour tout le monde, que tu sois débutant comme expérimenté. Et je pense pour qui sont faits les ETF, pour des gens qui ont envie de se diversifier sans y passer énormément de temps et garder quand même une performance qui est, ma foi, sur les grands ETF, quand même très, très, très bonne sur le long terme et qui bat, du coup, on en reparlera après, 90% des investisseurs en Hmm. moyenne. Hashtag études Spiva, on le connaît Oui. tous. Et c'est intéressant le schéma que tu m'as présenté juste avant. Pourquoi? Parce que il y en a aussi beaucoup qui commencent avec les ETF. Ils se disent, oh vas-y, sérieux, c'est ennuyant les ETF, je vais passer aux actions. Et là, ils se rendent compte que, ah ouais, c'est beaucoup plus difficile, ils sous-performent le marché, et puis ils font des erreurs, sont biaisés émotionnellement. Au final, ils font quoi? Ils retournent aux ETF, et donc ça retrace bien ton schéma. Ouais, c'est exactement ça. En fait, dans le parcours d'un investisseur, je pense que c'est difficile en fait de rester que ETF toute sa vie, à part si vraiment tu es quelqu'un qui s'en fiche de l'investissement, mais que tu sais que tu dois investir pour ton futur et que tu veux y passer le moins de temps possible. Tu prends une application type Trade Republic, t'investis chaque mois et tout ira bien dans le meilleur des mondes.
Mais pour les gens qui sont un peu passionnés d'investissement, en fait, au bout d'un moment, tu as quand même envie un peu d'aller vers la gestion active, ou en tout cas, tu es tenté d'y aller. Et c'est bien pour plein de raisons. La gestion active, c'est super, même dans un domaine qui n'a rien à voir, mais la culture générale, le fait de connaître des entreprises. Tu vois, moi, je me suis intéressé à Taïwan grâce à ça, tu vois. Pourquoi, en fait, Taïwan est le centre des semi-conducteurs? Pourquoi il y a cette tension entre la Chine et les États-Unis, alors qu'il n'y a pas du tout ça dans d'autres pays? Bref, ça te permet de comprendre le monde économique, ce qui est ultra bénéfique et ce que tu ne fais pas avec les ETF. Ensuite, ça te permet aussi, peut-être, si tu y arrives, ce qui est très difficile, de surperformer le marché. Avec un ETF, au final, tu vas faire la performance du marché. Mais encore une fois, c'est très difficile et tu te rends quand même compte au bout d'un moment que, en fait, il n'y a rien de mieux qu'un ETF parce que ça te prend littéralement 5 secondes d'investir chaque mois, chaque trimestre ou alors même en lump sum si tu investis tout d'un coup et que tu n'as plus de revenus. Et ensuite, tu as la performance du marché qui est déjà excellente et tu vas surperformer 90-95% des investisseurs. Donc, c'est un produit miracle. Hein. Ça n'existe pas normalement, mais les ETF, si, c'est assez magique quand Ouais. même. Mais c'est Bien vrai fait, que évidemment, hein, je oui, précise. ouais, attention, ouais. Il y a des critères spécifiques, on va en parler Ouais, tout à ouais. l'heure. Mais c'est vrai que quand tu analyses les actions, c'est intéressant dans le sens où tu comprends des secteurs d'activité. Par exemple, moi, j'avais analysé des entreprises de luxe. C'était super intéressant de comprendre les différentes entreprises qui existaient, pas que en France, mais également dans le monde entier, quoi. Donc rien que Ouais, l'exemple carrément. type avec Burberry, l'entreprise de luxe anglaise qui a littéralement chuté, là Kering avec justement bah, c'est d'actualité avec le PDG de Renault qui va aller à Kering, ça c'est intéressant de Ouais, comprendre. elle a pris 10%, je crois, 12% Ouais, après 12, ouais, l'annonce. ouais. Et Ouais, Renault moins 7 il me semble. ouais c'est ça. Mais oui, du Qui coup était ça déjà pas haute de base. Hein. c'est vrai que c'est super enrichissant alors qu'un ETF en soi, bah, une fois que tu investis, c'est beaucoup moins enrichissant. Mais par contre, ce qu'on recherche c'est aussi la performance. Et puis il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent ne pas forcément se prendre la tête et d'investir passivement et sur le long terme. Et ça, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, par rapport à ça, comment toi, enfin, je veux dire, tu intègres potentiellement les ETF dans ton patrimoine. Je sais que moi, par exemple, c'est une grosse partie de mon patrimoine, tu vois. Genre, de mon investissement, c'est 70%. Je sais que je favorise 70% sur l'investissement long terme, mon socle passif. Et après, j'ai mon socle actif, où là, je vais chercher plus des opportunités de marché, par exemple, les cycles en crypto, ou même des actions quand il y a une forte chute en fonction de évidemment, tous ces critères derrière pertinent pour analyser sur une entreprise, quoi. Alors, sur ça, il faut bien comprendre une chose que beaucoup de gens oublient, c'est que la diversification, à la base, c'est entre classes d'actifs. Tu vois, si tu veux vraiment être diversifié, il faut prendre des classes d'actifs qui ne sont pas corrélées entre elles. J'anticipe cette question, c'est que en fait, aujourd'hui, si tu investis dans les actions, globalement, tu es très exposé à ce Oui. que fait l'Amérique, tu vois. Et l'Amérique reste le moteur de l'économie. Et quoi qu'il arrive, si maintenant, tu vois, ce soir, il y a la décision de Powell avec la Fed et la décision monétaire, si Powell dit on remonte les taux parce qu'il n'y a plus rien qui va, je peux te dire que partout, les actions vont se prendre un coup de savate, quoi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'à la base, il faut choisir quelle allocation tu veux, ou en tout cas essayer d'avoir Oui. une perception de ce que tu voudras dans le futur. Est-ce que tu veux être 50% immobilier, 30% actions, 20% obligations, par exemple? Est-ce que tu veux avoir très peu d'immobilier, voire pas du tout, être 100% actions? C'est possible, mais bon, tu vas avoir de la volatilité, il faut la tenir sur le long terme. Pas facile à tenir, encore une fois. Est-ce que tu vas être 50% actions, 50% Bitcoin ou crypto? Bref, à toi de voir comment tu veux choisir cette allocation. Ensuite, une fois que tu as choisi ton allocation, imaginons, on se dit 30% IMO, 30% actions, 30% crypto, je schématise un patrimoine un peu lambda. Ben là, à ce moment-là, tu peux te dire, OK, dans ma partie action, qu'est-ce que je veux faire? Et moi, personnellement, dans ma partie action, et c'est un choix personnel, j'ai que des ETF. Ok. Donc, pourquoi j'ai que des ETF? Parce qu'aujourd'hui, je considère que mon avantage concurrentiel en tant qu'investisseur particulier est très faible par rapport à des pros de la finance et par rapport à des algorithmes ultra rapides, tu vois, qui pourraient juste me surperformer en 5 secondes, en fait. Même pas, Mm. c'est à la nanoseconde presque que les ordres sont passés. Le seul avantage que j'ai, moi, aujourd'hui, en tant qu'investisseur particulier, ou les seuls avantages, c'est que moi, personnellement, je crains pas la volatilité.
me prendre un moins 50% sur ma poche action qui représente, on va dire, 30%, comme je l'ai dit avant, c'est pas grave parce que ça va pas du tout me tuer. Je suis prêt à même me perdre aller à moins 60, moins 70% en cas de grosse crise et je me dirais juste que je peux racheter plus bas. Donc ça, c'est un premier avantage, ce qu'un gérant de fonds ne peut pas se permettre aujourd'hui. Il faut être clair, hein. Aujourd'hui, un gérant de fonds qui perd 70%, il y a tous ses clients qui partent et il est à la retraite. Enfin, ou en tout cas, il est au chômage plutôt. Et la deuxième, on va dire, le deuxième avantage concurrentiel que j'ai, c'est que j'ai du temps devant moi. Donc je suis jeune et j'ai 20, 30 ans devant moi, même plus, tu vois, pour investir. Et pour te dire la vérité, j'ai même pas prévu de vendre, tu vois, un jour, peut-être quand je serai retraité ou quoi, j'en sais rien, mais j'ai pas prévu de vendre mes actions. Et donc ça, c'est deux avantages, c'est ce qui me reste. Et pour ça, moi, je trouve que le meilleur support d'investissement, tu vois, que je peux trouver aujourd'hui, ben, ça va être les ETF. De toute façon, on le dit jamais assez, mais c'est vrai que le facteur temps, quand tu es jeune, c'est le levier le plus puissant quoi, que tu peux avoir dans l'investissement. Carrément. Carrément, il y a rien de plus précieux. Faut se rendre compte aujourd'hui que tout ce que tu investis maintenant, c'est du temps gagné plus tard. Et 1 euro Mm. d'aujourd'hui vaut plus que 1 euro de demain. Donc, Oui. si tu peux investir 1 euro aujourd'hui, il faut le faire. Après, faut faire attention aussi, tu vois, quand t'es jeune, il faut aussi profiter de la vie, tu vois. Parce que ce qui compte, c'est pas de se mettre au ras des pâquerettes, de manger des pâtes toute la journée pour le regretter et qu'en fait, dans 5 ans, tu n'arrives plus à investir parce que c'était juste trop dur mentalement. Euh, c'est pour ça que je dis souvent, hein, et c'est un peu malheureux, mais aujourd'hui, en fait, 2025, il faut faire en sorte de bien gagner sa vie. Parce que il va falloir que tu prépares, enfin que tu, on va dire, perdes des charges pour avoir une retraite qui n'existera plus quand tu seras à la retraite. Donc quoi qu'il arrive, ces charges, tu vas les payer pour les autres. Mais en plus, il faut que tu prépares la tienne et que tu prépares ton avenir en investissant toi-même. Donc c'est un peu la double peine. Et en plus, bah, tu as envie quand même d'aller boire un coup avec des amis, tu as quand même envie d'aller en vacances 1 ou 2 fois par an, d'aller au ski. Et ben, tout ça coûte de l'argent. Et si tu veux pas vivre une vie un peu monotone et qui sera un peu malheureuse, ben, malheureusement, il faut faire en sorte de pas trop mal Mm. gagner sa vie. C'est très triste ce que je dis, mais c'est un peu une considération que je me suis faite il y a quelques années où je me suis dit, mais si on gagne pas bien sa vie aujourd'hui, c'est quand même difficile. Et je m'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai que tu dis 1 euro investi aujourd'hui, ça te permet de gagner plus demain. Maintenant, ceux qui gardent ces mêmes 1 euro dans un livret, ah bah là, là, ils vont perdre du pouvoir d'achat Ouais. parce que c'est 1 euro. Bah, évidemment, enfin, quand tu prends l'intérêt, enfin, le taux d'intérêt réel en Europe, sur les 20 dernières années, il est négatif. Donc, un épargnant Euh, perd de l'argent. Presque, ouais. En réalité, il n'est pas À la vraiment limite. négatif, il est un tout petit peu positif, mais oui. Après, j'aimerais juste nuancer par rapport à ça, parce que moi aussi, hein, je fais des posts sur, ben, les gars, arrêtez, si vous avez 20 ans devant vous, d'investir tout votre argent sur un livret A, investissez. Maintenant, un grand point par rapport à ça, personnellement, mes livrets, ils sont pleins, tu vois. Et Oui, pourquoi ton ils sont épargne de pleins? Parce précaution. que j'ai un appart, parce que demain, je fais un ravalement de façade, bah, il va falloir que je sorte de l'argent. Si ma voiture demain, elle pète, il faut que j'en rachète une. Donc, oui, il ne faut pas tout mettre sur un livret. En gros, faites votre épargne de précaution et ensuite investissez, mais pas l'inverse. Tu vois, C'est ça. c'est si tu as 1000 € là, tous tes comptes confondus, non, il va falloir accumuler encore un peu avant d'investir. Donc voilà, j'aime pas en gros cracher sur le livret A. En réalité, le livret A, c'est un super support d'investissement qui est liquide, qui te donne des frais nets d'impôt et Ouais. qui te permet de faire des allers-retours. Tu vas avoir ton pouvoir d'achat qui va être à zéro, mais c'est quand même un bon support pour garder une épargne de précaution. Pour garder une épargne de précaution. Et si t'as, comme tu dis, des projets immobiliers derrière. Exactement, Et, exactement. et revenons un petit peu aux ETF. Quand toi, Ouais, t'investis, pardon. vu que justement ton patrimoine spécialisé, enfin, spécialement conçu pour la bourse est axé sur les ETF, toi, tu cherches quoi via ces ETF? Tu cherches plus de la performance, de la passivité, une croissance, on va dire, plus sereine de ton patrimoine? Est-ce que tu as un objectif concret avec ces ETF? Moi, je cherche à me libérer du temps en investissement. J'ai pas envie de stresser. J'ai envie d'investir et que je puisse aller faire du triathlon à côté, aller nager, aller boire un coup avec des potes, aller faire des vacances au ski sans me dire oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Trump nous sort un tweet sorti du futur. Bref, Hmm. j'ai envie d'être serein face à ça et d'y passer le moins de temps possible et d'avoir le meilleur, on va dire, temps performance, tu vois. Ouais. Euh, c'est ça vraiment que je cherche. Et pourquoi je cherche à avoir du temps? Parce que le temps, c'est la liberté. Et j'aime bien cette citation de Jean-Louis Barrault qui dit
la liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes. Et je suis totalement aligné à ça, tu vois, même si aujourd'hui, imaginons, je sais pas, j'ai un patrimoine de 1 milliard, et ben, je crois que je ferai toujours ce que je fais aujourd'hui parce que, en fait, j'ai envie de travailler, tu vois. Le travail, pour moi, c'est un épanouissement dans une vie, ça te permet de t'épanouir mentalement, tu vois, il faut sortir de sa zone de confort pour Mm. intellectuellement aller plus loin. Donc moi, c'est ce que je cherche avec l'investissement, avoir de la liberté pour faire mes contraintes, en tout cas choisir mes contraintes. Oui, et puis on ne sait pas ce qui va se passer aussi, comme tu dis, avec un tweet de Trump, mais dans 40 ans, est-ce qu'on aura une retraite? Tu vois, ça c'est une vision aussi que les jeunes, ils n'ont pas forcément et qu'on essaye de partager aussi, je pense. C'est important pour ton futur toi de demain, quoi, d'investir aujourd'hui. La gratification Ouais. différée, on en revient toujours. Ouais, un conseil que j'ai par rapport à ça, que j'ai lu dans un livre, alors j'ai pas le nom de famille, qui s'appelle Biliana, je pourrais peut-être mettre le lien en commentaire, si Ok, tu veux. Elle a ah, sorti ça me un dit pas livre du où tout. en fait elle donne un conseil pour, les gens qui n'arrivent pas. Tu vois, par exemple, perdre du poids, c'est quelque chose de très difficile parce que, c'est quelque chose que tu vois, mais qui demande, du long terme. Investir, Oui. c'est très difficile pour les gens parce qu'en fait, ça demande du long terme et du coup, il faut pas juste se dire: «Voilà ce que j'aurai si j'investis». Il faut se dire: «Qu'est-ce que tu n'auras pas si Hmm. tu n'investis pas?» Et en gros, je sais pas si j'ai fait une double négation là, mais bref, on s'est compris. Oui. Il faut en fait montrer le coût d'opportunité aujourd'hui de ne pas investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi je suis mais 100% sûr de ça, j'aimerais bien avoir tort, mais je pense pas que j'aurai tort. Tout l'argent que tu mets aujourd'hui ne servira à rien pour toi pour la retraite, que ce soit dans les charges, etc. Ouais. En tout cas, si les choses ne changent pas et restent comme elles sont. Donc aujourd'hui, si tu veux ne pas bosser jusqu'à 70 ans, en fait, il y a pas le choix. Il faut que tu mettes de l'argent maintenant. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises. Il faut que tu te projettes vraiment dans ta tête en te disant: «OK, j'ai 70 ans là et je suis obligé de continuer à travailler». Parce que c'est ça Et, la vie dont tu rêves. Tu vois? Moi, et en tout cas, c'est comme ça que je suis arrivé à oui, me bouger les fesses, tu vois? À me dire: «Beh, c'est maintenant là qu'il faut que tu investisses, il y a pas d'autre choix, en fait». c'est intéressant, tu vois, à l'inverse, parce que je me suis beaucoup renseigné quand même sur les différents mantras de Warren Buffett et de Charlie Munger. Et Charlie Munger, il a sorti un mantra, c'était invert, always invert. Donc, essaye de toujours inverser. Rien Mmh. que je fais une comparaison avec le sport, je fais beaucoup de sport, tu vois, tu vas te dire, ok, bah moi j'ai la flemme de m'échauffer aujourd'hui, je vais partir, je vais faire mon sport. Ok, mais tu peux te claquer, tu peux te blesser. Et au final, tu seras à l'arrêt 3 mois. Alors que si t'avais pris 5 minutes de plus pour t'échauffer, ça t'aurait évité une blessure. Bah, c'est pareil avec l'investissement, tu vois. Genre, tu vas dire, vas-y, moi, j'ai la flemme de me former, j'ai la flemme de m'éduquer. J'ai regardé 2 vidéos YouTube. Vas-y, je vais investir, je me sens prêt. Bah non, mec. Inverse, et dis-toi, ok, si justement, je me forme pas, quel est l'impact que ça peut avoir? Bah, tu vois, ça peut te coûter beaucoup plus cher parce que tu vas faire des erreurs qui vont te coûter cher sur le long terme. Ouais, Donc, c'est carrément. ce mantra qui m'a vraiment impacté aussi, ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Aussi, bah, on pourra en parler après sur, tu sais, il y a beaucoup de gens qui voient tous les ETF disponibles et qui se disent: «Waouh, mais sur lequel je peux investir?» Bah, en fait, inverse, tu vois? Qu'est-ce Mm. que je ne veux pas? Et en fait, tu te rends Voilà. vite compte qu'il y a pas tant d'ETF que ça, tu vois? Il y a en fait, le choix est assez restreint au final, enfin Oui. et dans le bon sens. C'est-à-dire que les plus gros acteurs ont déjà pris le marché et ils sont là, ils sont bien, tu vois? Ces ETF qui sont déjà disponibles et qui sont accessibles pour toi. Et ça me permet de rebondir sur la prochaine question. Justement, pour Allez, toi, quels sont les critères clés que tu regardes quand tu analyses un ETF? ouais, moi j'ai 5 critères. Alors, premier critère, et ça, c'est le plus gros critère, tu vois, je vais les mettre par Oui, ordre, hein. vas-y. Premier critère, l'indice. Sur quoi tu Oui, veux investir? C'est le effectivement. plus essentiel, en fait. Est-ce que tu veux investir sur le Nasdaq? Est-ce que tu veux investir sur les entreprises américaines, mais les 500 plus grandes? Est-ce que tu veux investir que sur la France, sur le luxe? Bref, regarde sur quoi tu veux investir. Et tu vois, là, déjà, on élimine une énorme partie des possibilités. Ensuite, deuxième facteur, et ça c'est spécifique à la France, ce que je regarde, c'est est-ce que Mm. c'est éligible au PEA? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, pour la majorité des personnes en France, le PEA reste la meilleure poche d'investissement pour investir à long terme sur les actions. J'ai mon avis, on pourra critiquer ce qu'on veut, les gens me diront: «Ouais, mais non, l'assurance vie, machin et cetera». Je suis pas du tout d'accord. Le PEA, si tu en prends sur une banque en ligne où il y a très peu de frais, pas de frais de garde, et cetera. En plus, c'est un vase clos, tu as 17,2 d'imposition, enfin de fiscalité au bout de 5 ans. Ça reste l'une des Oui. meilleures enveloppes pour investir aujourd'hui. Donc je regarde si l'ETF est éligible. Si c'est le cas, super, ben, on passe à l'étape suivante.
Ensuite, je regarde les dividendes. Alors, moi, sur ça, je suis aussi assez tranché. Je veux que des ETF accumulant autant que possible. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre un ETF distribuant et un ETF accumulant, je prends toujours l'accumulant. Ce sera toujours plus optimisé fiscalement pour plein de raisons. On pourra y revenir après. Mais pour moi, ça, c'est un critère qui est essentiel parce que vous allez sous-optimiser vos investissements si vous prenez un ETF distribuant. Ensuite, quatrième critère, je regarde le prix de la part. Est-ce que je peux me le permettre, cet ETF, si je ne suis pas sur une banque en ligne qui permet du fractionné? Est-ce que je peux me permettre d'acheter une part à 300, 400, 500, 600 euros? Là, par exemple, BlackRock a sorti plusieurs ETF, un MSCI World, un S&P 500 sur PEA, qui sont à 5 euros la part. Ouais. Bijou. Bijou, c'est magnifique. Tu vois, ça permet d'investir de grosses sommes sans, tu vois, par exemple, une part à 40 euros. Si tu dois investir maximum 500 euros, ça veut dire que tu vas investir 460, tu vois. Bref. Pour un tas de raisons, c'est super d'avoir un prix par part qui est petit. Et ensuite, le cinquième critère, et là, je vais peut-être en étonner certains, c'est que je ne regarde pas les frais, je regarde la qualité de réplication. Parce qu'en fait, c'est plus important de regarder si l'ETF réplique bien son indice que de regarder les frais. Parce qu'en fait, on peut très bien avoir un ETF qui a 0,6% de frais, mais qui surperforme son indice, même si très difficile, alors qu'un ETF, tu vois, qui a 0,15% de frais, peut sous-performer son indice. J'ai souvent la comparaison, tu vois, aujourd'hui entre le BNP Paribas S&P 500 sur PEA et le SP5, je crois, qui s'appelle de Amundi, le S&P 500 PEA. Ouais, Amundi S&P 500 PEA. Et ben, quand tu regardes les chiffres, le BNP est meilleur, il surperforme son indice, alors que les deux ont les mêmes frais, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est les mêmes ETF, mais le BNP arrive quand même à surperformer mieux parce qu'ils ont une meilleure qualité de réplication. C'est souvent le cas chez BlackRock, là aussi, ils arrivent à optimiser les dividendes à la source. Enfin là, ça dépasse mes compétences, enfin mon cercle de compétences. Mais très sincèrement, c'est plus important à mon sens de regarder la qualité de réplication que les frais. C'est intéressant. Après, par contre, si tu as des frais de 0,10 par rapport à 0,6, 0,60, je veux dire, il y a quand même une grande différence. Tu vois, moi, j'optimise quand même je cherche quand même des ETF dont les frais sont inférieurs à 0,4, 0,3, 0,4. Ouais, mais en réalité, ça arrive jamais. Parce que, en fait, je t'explique pourquoi je dis que ça arrive jamais. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux un indice S&P 500, en fait, il n'y a aucun acteur, tu vois, vraiment spécifique S&P 500. Hein. Je te parle pas S&P 500, Edge, Euro, franc suisse, ce que tu veux. Je te parle d'un ETF S&P 500 simple. Aujourd'hui, c'est 0,15, 0,20. Je sais même pas s'il y a un acteur qui est positionné à 0,30, tu vois. Donc en fait, ça change rien. Tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent notamment, ouais, je peux investir sur cet ETF sectoriel, thématique. Bah, eux, ils se régalent en frais, ces ETF. Ouais. Tu vois. Ah oui, ça, c'est un autre sujet. Non, mais de toute façon, les ETF thématiques, c'est un sujet. Donc oui. Et il y a un critère qui m'étonne et que tu n'as pas dit, même deux, que moi je regarde beaucoup, c'est l'actif sous gestion, enfin comment dire, Asset Under Management, AUM, et aussi d'argent dans l'ETF. ouais voilà, et l'émetteur de l'ETF. Ah ouais, ok. Bah, en fait, ça c'est deux critères que je regarde beaucoup. Alors, l'émetteur, en fait, si tu veux, moi je dis ça aussi pour parce que j'investis sur des ETF larges, on va dire. Tu vois, je vais très peu sur du sectoriel, sur du smart beta, etc. Donc en fait, les grands acteurs sont les grands acteurs. Aujourd'hui, que tu investisses dans iShares, Amundi, BNP, State Street, enfin bref, ce sont des énormes acteurs. Il n'y a aucun risque, tu vois, de l'émetteur. Si iShares demain fait faillite, mais bonjour la catastrophe, tu vois. Là, c'est vraiment, il y a un effondrement mondial, tu vois. C'est le bordel. Donc vraiment, là, pour moi, ça, c'est pas un sujet. L'émetteur, tant que tu restes sur des gros émetteurs. Voilà. Tu vois, je n'ai pas de nom en tête d'émetteurs ultra petits, mais tant que tu restes sur des gros émetteurs, pour ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'actif sous gestion, c'est vrai que c'est un critère, on va dire, annexe que je regarde. Par exemple, Amundi a, tu vois, rassemblé des ETF récemment. Je ne sais plus exactement lesquels c'est. Un ETF ESG avec un ETF. Bref, je ne sais plus. C'est avec les MSCI World et les S&P 500. Ouais, ça me parle. J'ai plus la référence en tête. Et je me demande s'ils l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas assez d'actifs sous gestion au sein d'un même ETF. Donc ça, c'est vrai que c'est problématique. En réalité, effectivement, si tu as deux ETF qui sont les mêmes, même réplication, etc., prends celui qui a le plus gros encours sous gestion, clairement. Parce que, tu vois, moi, j'avais regardé une étude, il faudrait que je la retrouve et que je te l'envoie si ça t'intéresse, et que je vous la partage d'ailleurs. C'est que cette étude, elle disait que,
comment dire, un ETF, il n'était pas rentable dû aux frais, donc déjà, le fait d'émettre un ETF, ça coûte environ 250 000 euros. Après, tu as les frais annuels. Il n'est pas rentable s'il a moins de 100 millions d'actifs sous gestion. Alors c'est possible. J'ai pas les chiffres en tête. Je t'avoue que j'ai pas les chiffres en tête. Je pense que c'est possible en plus, étant donné que là, c'est un peu la guerre des frais. Ça passe de 0,15 à 0,10 maintenant pour le nouvel ETF S&P 500 de iShares, par exemple. 0,10, c'est vraiment très peu. Donc j'imagine effectivement qu'il y a un gros effet d'échelle et de réseau pour que cet ETF soit vraiment rentable sur le long terme. Et pourquoi je te dis ça? Parce que il y a aussi une autre étude qui est sortie, donc ça je l'ai sous la main, et qui nous montre annuellement le nombre d'ETF qui sont sortis vs qui ont été fermés. Et en 2024, il y a plus de 300 ETF qui ont fermé. Donc là, il y a un Ok. certain risque pour l'investisseur. C'est pour ça que moi, je privilégie au minimum vraiment des ETF 100 millions, voire même 250 millions pour être beaucoup plus serein, tu vois, pour éviter toute fermeture. Ouais. Et Ouais, regardez alors également, ça c'est dur d'avoir les données, mais regardez les inflows ou les outflows. Si c'est un ETF où il y a de plus en plus de capitaux qui rentrent, c'est que c'est un ETF qui attire. Alors qu'à l'inverse, s'il y a moins en moins de capitaux, peut-être éviter cet ETF. effectivement. Alors là, je rebondis sur ce que tu dis. Si votre ETF sort, à moins qu'il y ait vraiment une fusion d'ETF, etc., spécifique, si votre ETF sort, c'est peut-être que vous avez pris un indice qui est trop Hmm. exotique, hein, tu vois. Et ça, c'est Oui, un oui. premier problème. Moi, c'est ma recommandation, c'est rester sur la base, en fait. Tu vois, C'est ça. c'est pas pour rien qu'il y a tout le monde qui parle du MSCI World ou du S&P 500. Je prends les plus gros, tu vois, de l'Eurostox. C'est pas pour rien, tu vois. C'est qu'il y a une vraie raison derrière tout ça. Et aujourd'hui, si tu investis sur MSCI World, en tout cas les plus gros, il y a très peu de chances que ça ferme demain, tu vois. Donc c'était peut-être un problème de stratégie, tu vois aussi. Sur une stratégie peut-être trop exotique, un peu trop dure à mettre en place. Mauvaise éducation Ouais, en ouais, bourse. clairement, clairement, Et, clairement. et par rapport à ça, justement, toi, de ton expérience et de ce que tu as vu dans ton entourage, auprès de tes élèves et tout, quelles sont les erreurs les plus communes à propos des ETF? Alors moi, il y a une erreur, mais qui me fume, si je peux être un peu grossier, c'est d'avoir, imaginons quelqu'un qui va avoir 1000 euros à investir. Et je vais regarder son portefeuille, il a 8 ETF, tu vois. Et là, je Oui. me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sincèrement, si vous avez 1000 euros à investir, ne prenez qu'un ETF. Ça ne sert à rien. En fait, Ou deux. ouais, ou deux, et encore. Mais franchement, 1000 euros, c'est pas, je veux pas dire que c'est rien, 1000 euros, rien à voir, c'est beaucoup d'argent, etc. Mais c'est juste qu'en fait, la complexité que vous aurez à investir en ayant 8 ETF avec 1000 euros pour le rééquilibrage, pour Hmm. savoir ce que vous Ouais. avez mis, pour ne pas en fait dupliquer certains indices. Genre, si tu investis dans un Nasdaq, en fait, ça réplique en partie le S&P 500. Enfin bref, en fait, ça devient une usine à gaz qui sera intenable sur le long terme. Donc vraiment, pour moi, on peut très bien faire sa vie avec un ETF MSCI World, tu vois, ou un ACWI si on veut vraiment être plus large. Même Hmm. si c'est pas l'idéal pour la réplication, etc., ce sera beaucoup plus simple en termes de gestion d'avoir ça. Parce qu'ensuite, quand l'Europe surperforme un tout petit peu en ce moment, bah, en fait, il va falloir, en théorie, que vous rééquilibriez votre portefeuille si jamais vous avez mis dans deux ETF différents. Donc attention à ça. Est-ce que, en fait, le coût d'opportunité que vous aurez à ce moment-là, il est énorme. Et même en termes mental, tu vois, vous serez dans un brouillard, mais total en fait. Donc pour moi, tu vois, c'est que quand tu arrives sur des montants plus conséquents que tu peux commencer à te poser la question de est-ce que je prends plusieurs ETF, est-ce que j'optimise vraiment, comment je le fais, est-ce que ça va pas être trop dur mentalement. C'est mon avis par rapport à ça. On va peut-être me Après, ça peut critiquer être qu'il faut plein aussi, d'ETF, etc. Mais pour moi, je suis 100% sûr que c'est une mauvaise idée si jamais tu as trop d'ETF au sein d'un même portefeuille alors que tu as une petite somme à investir. ouais, après, ça peut être intéressant de mettre les bases. C'est-à-dire qu'il met ses fondamentaux dans le sens où il met sa stratégie. Par contre, je suis d'accord avec toi. 8 ETF, c'est beaucoup trop. 8 Ouais, ETF, c'est comme si t'avais 25 actions dans ton portefeuille. il y a Là, aussi, tu te il y a perds. aussi un problème de frais d'ordre. Tu vois, ça dépend chez qui t'es, mais Oui. aujourd'hui, tu vois, t'es chez Bourseau par exemple, Ouais. c'est 2 euros par frais d'ordre. Sur 50 balles, merci, bonsoir, quoi. Enfin, en réalité, non, c'est 0,5 le maximum qu'ils ont le droit de prélever sur 50 balles. Mais là, tu vois, tu perdras beaucoup trop sur tes frais d'ordre.
Donc il y a aussi ce sujet-là. Alors encore une fois, si tu es sur une banque gratuite, je pense à TR par exemple, là ça ira, mais sinon c'est très compliqué. Ok. Mais ouais, c'est vrai que. Et tiens, d'ailleurs, par rapport à ce que tu me disais, à partir du moment où tu as un capital plus conséquent, là, tu peux diversifier sur plus de TF. Toi, aujourd'hui, tu préconises d'avoir entre combien et combien de TF à peu près dans ton portefeuille pour être vraiment beaucoup plus serein, éviter de te faire manger par les frais, éviter d'être perdu et te dire, ouais, je fais quoi avec mon allocation? Alors, alors je vais encore peut-être étonner certains auditeurs, hein, mais tu vois, moi j'ai un ETF. Enfin, en Ok. réalité, j'en ai deux. Mais la raison, c'est pas parce que je veux me diversifier. Moi, j'ai un ETF S&P 500 et un peu de Nasdaq. Pourquoi j'ai que ça? Parce qu'aujourd'hui, mon travail, je l'ai en Europe, je l'ai en France. Mon appartement, je l'ai en France, donc en Europe. Je reçois mon salaire en euros en Europe. Et moi, ce que je veux, c'est me diversifier en termes de devises, parce que je veux être exposé au risque de change du dollar, parce que ça m'intéresse d'être exposé au dollar. Et je crois par conviction que les États-Unis vont surperformer l'Europe sur le très long terme. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est ma conviction et je me sens beaucoup plus à l'aise d'avoir du S&P 500. Ensuite, pourquoi j'ai du Nasdaq? En réalité, ça se recoupe. Je fais que me surexposer à la partie tech de mon S&P 500. Eh bien, la raison, elle est juste pour éviter mes biais psychologiques de me dire que j'ai pas été dans le meilleur indice de tous les temps, tu vois. En tout cas, qui a C'est vrai. surperformé tous les ETF depuis la crise des subprimes et Hmm. même Depuis sa avant la crise création, de enfin. 2000. C'est ça. Donc, en fait, pour moi, juste mentalement, me dire que, tu vois, pour éviter le FOMO, donc le fear of missing out, la peur de rater le train, en fait, juste avoir 5 ou 10% de Nasdaq, alors que ça ne change rien à ma performance, hein, ça va changer de 0,1, 0,2. Mais en fait, c'est juste pour mentalement, moi, me dire, ah, je suis exposé au Nasdaq, il a fait 10% cette année, trop bien, je suis trop content. Ah oui, ok. Mais en fait, c'est juste pour ça, pour vraiment, parce que je sais que si tu veux, moi, j'ai vraiment un mantra, c'est que les biais psychologiques sont l'ennemi de l'investisseur. C'est le numéro un, c'est vraiment l'ennemi Clairement. numéro un de l'investisseur. Et donc, pour m'éviter ça, eh ben, j'ai préféré faire comme ça. Mais pour répondre à ta question qui de base est combien d'ETF, si vous pouvez très bien faire une stratégie avec un ETF, deux ETF, trois ETF si vous voulez. Par exemple, vous décidez de prendre un MSCI World parce que vous croyez au monde entier, vous êtes exposé à 80% des entreprises du monde. Je répète, vous êtes exposé à 80% des entreprises du monde, tu vois. Donc, Hmm. Ouais, pourquoi c'est tu as clair. vraiment envie d'aller plus loin, tu vois, sachant que ce que j'ai dit au début, si tu veux te diversifier, c'est entre classes d'actifs, hein. Tu vois, c'est pas à l'intérieur des actions, en tout cas des ETF. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un des pays émergents, alors qu'ils vont peut-être surperformer, sous-performer en fonction des périodes. Mais aujourd'hui, en termes de corrélation, tu vois, quand les États-Unis, si ce soir Powell décide de remonter les taux, ça va faire fou, tu vois. Pareil, en fait, pareil pour tous les pays. Je caricature, je grossis le trait, évidemment. Il y a C'est des ETF corrélé. qui font comme ça. On l'a vu depuis le début de l'année. 2025, l'Europe surperforme les États-Unis, par exemple. Mais globalement, en fait, vous n'allez pas vous diversifier en termes de risque en ayant beaucoup d'ETF. Et je pense qu'il est beaucoup Hmm. plus simple, mon avis perso, d'avoir un seul ETF, une seule ligne, en vous disant mentalement que vous en avez 8000 en fait au sein de cette même ligne. Et c'est tellement simple quand tu as une seule ligne, un ETF à acheter chaque mois, pas le besoin de rééquilibrer, etc. C'est tellement simple, ça me simplifie tellement l'esprit. Je te dis, je vais boire un coup demain avec des amis, bah en fait, je me dis pas, oh là là, il faut que je rééquilibre, oh là là, l'Europe a fait plus 12, il faut Hmm. que je fasse ça. Bref, pour moi, c'est beaucoup plus simple comme Et ça. c'est l'appétence de l'investisseur actif, hein, qui a besoin Ouais, de ça, quoi, complètement. d'émotion. Alors que au plus t'es rationnel, et ben au mieux c'est. Exactement. Et, Exactement. Moi, sur ça, je suis sûr, en fait. Tu vois, moi, mon ennemi numéro un, c'est les biais psychologiques. Comment je les évite? Bah, comme ça, en ayant la stratégie la ouais. plus simple possible. Et cette stratégie que je vous dis là, elle est ultra efficace, hein. Aujourd'hui, acheter un S&P 500 depuis que je le fais, je surperforme énormément. Alors peut-être que je vais sous-performer les 10 prochaines années. Il y a plein d'études qui montrent que le S&P 500, c'est peut-être pas l'indice phare des 10 prochaines années. Peut-être que si, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, cette stratégie est très performante. Si vous voulez vous équilibrer un MSCI World, c'est encore mieux. Maintenant, à vous de choisir en fonction de vos convictions. Et tu parlais tout à l'heure d'ETF sectoriel ou thématique, en rigolant. T'en penses quoi? Ouais. Alors, en fait, j'ai pas de biais préconçu, tu vois, sur les ETF sectoriels. Je pense que ça peut être intéressant si vraiment tu es convaincu d'un secteur. Tu vois, typiquement le luxe, si tu es vraiment convaincu du luxe, tu travailles là-dedans, why not, hein. Pourquoi pas avoir un ETF sectoriel? Maintenant,
il y a pas mal d'études qui montrent que en fait, un ETF sectoriel va sortir au pic de la bulle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça devient tendance, tout le monde en parle, tout le monde veut investir sur un ETF sectoriel. Ok, on Mhm. y arrive, les investisseurs investissent, enfin en tout cas les particuliers investissent, et sortent, en quelque sorte, sont l'exit liquidity de tous les gérants actifs. Donc je trouve pas que ce soit une superbe idée de ce côté-là. Après maintenant, si tu veux faire un peu de trading, ETF, on va dire, parier sur certains momentum de l'économie, tu sens, tu vois, t'es vraiment très fort en macroéconomie, why not? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces ETF sont plus chers et historiquement, ça n'a pas quand même été la meilleure idée, tu vois, d'investir dans les secteurs tendances, en tout cas dans les ETF tendances. Ouais, j'avais regardé quelques justement ETF sectoriels et thématiques, et j'avais regardé notamment l'ETF énergie renouvelable et l'ETF c'était quoi? Robo IA il me semble. Ouais, ouais. Et tu vois ces deux-là, hein, ces deux ETF à un pic au point haut fin 2021. Aujourd'hui, on a un moins 54%, tu vois. Là, tu te dis, Ouais. ah ouais, bah tu Bah vois, si t'avais justement, investi là-dessus. Justement, je peux en parler parce que moi, j'ai investi sur les énergies renouvelables dès le début de mes investissements. Donc, moi, j'ai commencé à investir vers 2017-2018. Et Ok. en fait, j'ai tout de suite investi sur les énergies renouvelables. Enfin, d'abord large, puis ensuite 2020-2021. Je me suis dit, waouh, mais là, en fait, les énergies renouvelables, on passe un cap, il y a plein d'investissements et tout. Et je me suis pris, mais le coup de savate derrière. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va revoir notre stratégie, on va faire simple, on va faire S&P 500 avec un peu de Nasdaq et ça ira très bien. Mais donc, Ouais. je peux en parler et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Après, il faut avoir des pertes pour apprendre. Je pense C'est que ça, c'est on apprend de ses erreurs. le truc de tout investisseur. Et les ETF Smart Beta, Ouais, déjà, tu peux ouais, déjà les définir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et ouais. dire ce que tu en penses, toi. Alors les ETF Smart Beta, on va prendre des facteurs qui ne sont pas des secteurs. On va prendre des facteurs comme le momentum, comme la value, donc les valeurs des entreprises, les Ouais. investissements valeurs, ça va être l'investissement quality. Donc on va prendre des facteurs systématiques. C'est une sorte de gestion semi-active, semi-passive. C'est un peu Mm. le cousin intelligent des ETF classiques, on va dire. Maintenant, est-ce que c'est performant? Parce que c'est ça qui nous intéresse, tu vois. Parce que sur le papier, l'idée de ces ETF Smart Beta, c'est de surperformer avec des techniques d'investissement qui ont marché à l'époque. Eh ben, pas tant que ça. Historiquement, il y a surtout le momentum et le MSCI Quality, enfin l'investissement qualité qui a surperformé les dernières années. C'est pas sûr que ça va continuer. Par exemple, tous les ETF Smart Beta type value ont quand même sous-performé énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a marché dans le passé ne marchera pas forcément dans le futur. Mm. C'est pas une condition, tu vois. Je suis français, donc je suis européen, mais je suis européen, mais donc je suis pas forcément français. Tu vois, donc tout ça, c'est pas une conséquence. Et en plus de ça, ces ETF sont quand même assez chers. Donc, quand tu as un ETF qui prend 0,6-0,7%, ça devient quand même difficile de battre un ETF qui en prend 0,1. C'est ce dont on a parlé avant. Ça peut être possible si tu as vraiment des convictions sur la qualité, sur le Mm. momentum, etc. Mais il faut faire attention, c'est pas. Moi, je le recommande pas forcément si tu sais pas ce que tu fais. Même s'il y a des stratégies qui peuvent évidemment surperformer, hein. Et c'est intéressant parce que j'avais regardé justement aussi tous ces ETF et j'avais comparé le MSI, donc la qualité, tu vois, MSI Quality, et j'avais comparé un Ouais, MSCI MSI World World Quality, ouais. Quality vs un S&P Quality. Et le MSI World Quality, il surperforme le MSI World, clairement. Par contre, le S&P 500 Quality, il surperforme pas du tout. Il est exactement pareil que le S&P. D'accord, ok. Super Et ça, c'est intéressant. super intéressant. Ben, c'est peut-être aussi parce qu'en Europe, on a beaucoup de boîtes achetées et beaucoup de boîtes à garder en termes de qualité. Je pense à une Hermès, tu vois, par exemple. Air Liquide, c'est des belles boîtes, tu vois. C'est peut-être ça aussi qui fait que ces ETF ont tendance à surperformer pour le MSCI World. Ouais, donc ouais, en tout cas, ça reste une conviction, mais bon, on n'est pas encore sûr sur le long terme de ce que ça va apporter. Et puis encore une fois, comme tu dis, il y a des frais qui sont aussi plus élevés. Et maintenant, Ouais. est-ce que justement, tu recommanderais à une personne qui souhaite avoir des dividendes de se tourner potentiellement vers un ETF Smart Beta Dividende ou tout simplement en fait un ETF distribuant quoi?
Alors ouais, là, c'est deux choses différentes en réalité. Tu vois, un ETF distribuant, tu peux avoir par exemple Oui, un S&P 500 distribuant. Euh, Ce que je recommande pas du tout. Je pense qu'il faut avoir de l'accumulant quoi qu'il arrive. En fait, quoi qu'il arrive sur vos ETF, ça c'est une règle de base. Peut-être que quelqu'un me la contredira, mais j'ai jamais trouvé d'exemple qui va me la contredire. Un ETF distribuant est toujours moins optimisé qu'un ETF accumulant pour le même indice, tu vois, à équivalent. Maintenant, il y a quand même tout ce mythe autour des dividendes pour les investisseurs. Juste petit rappel de ce que c'est un dividende. Un dividende, c'est en fin d'année, l'entreprise fait un bénéfice. De ce bénéfice, elle peut dire est-ce que je le réinvestis dans la boîte? Est-ce que je rachète mes propres actions? Ou est-ce que je le verse aux actionnaires? En réalité, vraiment en réalité, ça ne change rien entre le dividende et le rachat d'actions. Vraiment, ça ne change rien et c'est même beaucoup plus optimisé de racheter ses propres actions. Et je vous assure, vous pourrez faire toutes les recherches que vous voulez, ça ne change rien. En plus, quand l'entreprise va verser des dividendes, elle va payer des impôts dessus. Et toi, Emilien, tu vas te faire arracher par les impôts si tu l'as pas dans une enveloppe capitalisante comme un PEA ou comme une assurance vie. Mais souvent, quand on fait des dividendes, on est sur compte titre, il faut pas se mentir. ouais, et Donc tu vas te puis, taper 30% de flat tax c'est ça. direct, ça va partir quoi. Donc ça, c'est vraiment sous-optimisé. Maintenant, il faut aussi se dire que les entreprises qui arrivent à verser des dividendes, en fait, c'est tellement ancré dans le mindset des investisseurs que ces entreprises sont quand même souvent de belles boîtes, des boîtes matures, qui ont tendance à faire beaucoup de chiffre d'affaires, à avoir beaucoup de bénéfices. Je pense, tu vois, Total, Air Liquide aussi. Enfin bref, c'est de belles boîtes. Et en fait, elles sont souvent bien gérées. Tu vois, si elles arrivent à chaque fois avoir de plus en plus de bénéfices, avoir un bénéfice qui croît, Coca-Cola, bref, toutes ces entreprises-là. Donc, il y a quand même, quand on regarde les chiffres, les boîtes à dividendes qui, tu vois, dividendes réinvestis, qui peuvent surperformer les boîtes de croissance. Ou en tout cas, tu vois, sur un ensemble d'actifs, tu vois. Donc ça se tente. Ça se tente quand même, cette stratégie à dividendes, en ayant tout ce que j'ai dit en tête. Pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Maintenant, distribuer les dividendes dans l'ETF, pas vraiment. En fait, Oui. il faudrait avoir une stratégie à dividendes dans un ETF accumulant. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, ils réinvestissent Ouais. automatiquement. Ouais, moi, Ça, ce serait le top. je suis un peu comme toi. Je pense que je suis davantage partisan, moi, pour un ETF, bah, vraiment capitalisant. Et à partir d'un moment où tu as assez capitalisé, là, tu fais des retraits en capital et pas en dividende. Tu vois. Je le Carrément. vois plus Alors, comme ouais, ça. ça, justement, c'est toute une question où il y a plein de gens qui me disent, mais non, comme ça, quand tu arrives à la retraite, t'as ton dividende qui tombe chaque mois. Mais en fait, vous pouvez Oui. faire la même chose en vendant vos ETF. Et en plus, vous pourrez contrôler. Tu veux partir en vacances C'est ça. à l'île Maurice, en Guadeloupe ou je ne sais où, si tu as besoin de sortir 3 000 euros, eh ben, tu vends plus d'ETF et le mois d'après, tu en vends moins. Alors que le dividende, c'est une somme fixe et ça, c'est super chiant au final. Moi, je C'est ça. préfère contrôler ma retraite. Et ça ne change rien, hein. C'est même mieux parce que comme ça, tu auras plus d'argent qui s'accumule au fur et à mesure des années. Et puis, il y a une croyance qui dit que, ouais, mais si je vends mes ETF, bah, j'aurai plus d'ETF. Sauf que, sur le long terme, vu que c'est croissant, c'était Buffett qui avait dit ça, vu que c'est croissant, t'as peut-être moins de parts, mais ta part, elle vaut plus cher. Donc, au final, Bah, bien sûr. c'est Non, sûr, mais t'as bien sûr. vendu, mais derrière, voilà, tu vois. Mais oui, et puis la part ensuite va se diviser. C'est comme une action qui devient trop chère, je pense. Tu vois, qui a dit, ben, Nvidia a divisé ses parts récemment, tu vois. Et ils font souvent des divisions par 10 de l'action. Et c'est Oui, tout voilà, pareil c'est en ça. fait. Ça ne change rien. Ça, vraiment, ça ne change rien. Un jour, si votre ETF il vaut, je sais pas, 500 euros la part, ils vont peut-être décider de le mettre à 50 euros. Euh, ça change Et, rien. et ETF, à levier ou inversé? Ah, alors, ok, on Franchement, entre dans un sujet tendu. un sujet spéculatif. Ouais, pour comprendre le levier, il faut vous imaginer aujourd'hui que si vous avez un ETF levier fois 3, imaginons, ça veut dire que vous amplifiez les performances à la hausse de x3 et à la baisse de x3. En fait, vous avez 100 euros. Si demain on se tape une crise Covid, que tu perds 34%, t'as plus d'argent. C'est fini. Et là, ça repart plus. C'est même si le TF fait tac tac, c'est-à-dire il baisse et il remonte Ouais, directement, c'est terminé. c'est le Tu bêta n'as plus slippage. d'argent, donc en fait t'as plus rien t'as plus aucun sou à mettre à la machine, c'est fini. Euh, donc moi je suis pas du tout fan des ETF à effet de levier. Maintenant j'ai écouté un livre très récemment d'un trader expérimenté
qui disait que en fait la meilleure en backtest, la meilleure stratégie, en tout cas celle qui a Ouais. surperformé toutes les autres, c'était Oui. d'avoir un levier x2, même si tu te faisais liquider, je sais plus en quelle année, que tu recommençais chaque fois de remettre sur un ETF à levier. Et ça a été la stratégie la plus rentable sur le long terme. Mais là, je vais être très clair là-dessus. Jamais tu ne tiens cette stratégie. C'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, si tu te fais liquider, tu vois, imaginons que tu as 400, 500, 1 million d'euros, tu te fais liquider. Mais jamais tu as envie d'investir, tu as envie de t'enterrer, tu vois. L'investissement pour toi, c'est le pire des cauchemars. Enfin bref. Donc, moi, je trouve que c'est pas bien d'aller là-dessus. En plus, les frais sont plus élevés. Ensuite, pour ce qui est des ETF inversés, il faut quand même les avoir bien accrochés, hein, si je peux me permettre, parce que tu es quand même en train de parier contre une économie qui est en croissance depuis 100, 150 ans. Why not, hein, si t'écoutes certaines personnes, on est sur la plus grosse crise qui va arriver de tous les temps. Ouais, peut-être, hein, peut-être, mais voilà, c'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Et puis ton upside, enfin, ton downside est énorme, alors que ton upside est moyen. Tu vois, alors que quand tu as un ETF qui peut croître sur le long terme, tu peux faire du x10, x20, x30, x40. J'exagère, mais sur le très 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 long terme. Donc je vois pas trop l'intérêt. Parier contre l'économie, c'est quand même très difficile. Vouloir shorter le marché, vaut mieux long, hein, pour le coup. Ce sera plus facile. Puis t'as une perte en capital qui peut être totale, quoi, complète, et là tu perds tout. Et il y a juste, moi, au niveau d'un ETF inversé, je suis totalement d'accord avec toi, c'est la pire des choses à faire. Par contre, au niveau d'un ETF à levier, je trouve que ça peut être intéressant, mais seulement, déjà, une toute petite partie de ton portefeuille, et uniquement à certaines phases. Tu vois, si demain le marché, il est à moins 30%, là oui. Là, je te dirais que ça peut être pertinent une petite partie. Mais tant qu'il n'est pas à au moins 20% du point haut, non, surtout pas. Tu vois? Genre, je le vois plus comme ça. Même si ça peut chuter peut-être à moins 40, moins 50, comme en 2008. Mais vraiment, sous les moins 30, là, je trouve que ça peut être pertinent. Parce que derrière, tu auras le rebond. Et le rebond, tu vas en bénéficier. Même si tu as pris encore une petite baisse en dessous de 10%. Tu vois? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, dans l'idée que ça ne descende pas beaucoup plus bas, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'une baisse fait beaucoup plus mal qu'un gain, hein. C'est Oui. aujourd'hui, tu baisses de 50%, il te faut 100% pour revenir à l'équilibre, tu vois. C'est pour ça que il faut attendre au moins 30%, tu vois, de baisse. Non, mais c'est ça. Donc, vraiment attention. Et aussi, faites attention à un truc, c'est que c'est pas parce que ça s'est pas passé dans le passé que ça peut pas se produire dans le futur. La crise Covid, c'était dans aucun modèle mathématique de trader, parce que c'est allé trop vite, trop fort. Et ben en fait ça s'est passé, tu vois, et personne ne l'avait dans les modèles mathématiques, et du coup il y a plein de stratégies qui n'ont pas marché à ce moment-là, des traders qui se sont fait liquider juste à cause de la crise Covid qui était une crise éclair. Donc on est très fort pour prédire le passé, mais le futur Oui. est incertain. Prédire J'aime le bien la passé, phrase de je Warren l'adore. Buffett, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise, tu vois, et je suis totalement d'accord avec ça. Totalement. Et petite question par rapport au futur, comment tu vois l'essor des ETF dans les années à venir? Moi, je pense que ça va faire que croître, en fait. Là, en réalité, tu vois, j'essaye de trouver des raisons Ouais. de me dire, mais qu'est-ce qui ferait que les ETF ne puissent pas croître? J'en trouve pas vraiment, tu vois. Aujourd'hui, allez, une crise prolongée, le désintérêt des investisseurs particuliers pour la bourse, avec du coup des flots qui pourraient chuter. Ah mais non. Peut-être ça, peut-être aller, si on est très tech, se dire que sur une blockchain comme Ethereum, hyper liquide, qu'on ait de la tokenisation d'actifs, et qu'en fait on puisse tokeniser beaucoup plus directement certains ETF, que ça soit encore moins cher et du coup que les gens les achètent là-dessus. Mais honnêtement, peut-être à 20, 30, 40 ans, mais là tout de suite, je le vois pas venir. Et même, je pense qu'il y aura toujours des flots qui iront vers les ETF. Et si ça se trouve, on verra les deux, tu vois, l'émergence des deux, des tokenisés et des non tokenisés. Mais je pense qu'on a de la marge, hein. Je pense vraiment qu'on a de la marge et que, en fait, les ETF sont un peu une révolution depuis 20 ans et que ça va continuer, quoi. Par contre, il y a quelque chose que j'entends beaucoup sur des podcasts, quand même, des podcasts à ses côtés, et rien que Bourse Eco, enfin, tu vois, le podcast je sais plus le nom, mais De tu vois, le Loris fait d'investir, Dalla et ouais, voilà, Xavier c'est ça. Delmas. Le fait que tout le monde investisse sur des ETF,
ça peut créer des distorsions de marché. Et le fait que tu te dis, tu vois, tout le monde investit sur les ETF, donc au final, tout le monde investit la même part sur du Nvidia, la même part sur du Apple, tout ça. Et beaucoup moins d'acteurs dans la gestion active, dans la gestion du stock picking. Toi, tu t'en penses quoi par rapport à ça? Alors, ils ont pas tort, et c'est exactement pour ça que moi, je suis placé sur uniquement S&P 500. Parce qu'aujourd'hui, je crois très très fort au winner take all. Tu vois, c'est-à-dire que les gagnants prennent tout le marché, et de plus en plus, Mm. je crois que ça va arriver. C'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je me dis, c'est que vu que les flows arrivent aussi sur le MSCI World, en fait, il y en a 70% qui vont partir sur un ETF S&P 500. Donc en fait, le S&P 500, quoi qu'il arrive, va continuer de croître. Tu vois, c'est un peu le meilleur exemple en ce moment pour deux boîtes qui sont dans le même secteur d'activité, c'est Eli Lilly et Novo Nordisk. Aujourd'hui, je suis à peu près persuadé que la survalorisation d'Eli Lilly pourrait continuer juste parce que en partie il y a des inflows des ETF S&P 500, MSCI World dont elle profite, tu vois, beaucoup plus que Novo Nordisk. Et en fait, c'est un peu un cercle vertueux ou vicieux selon le cas, tu vois. Alors que Novo Nordisk, ben, n'étant pas dans le S&P 500, pâtit de ça. Il n'y a pas que ça. Eli Lilly a plein d'autres avantages, Oui. plus de perspectives d'avenir, etc. Évidemment. Mais ça fait partie des arguments pour lesquels, tu vois, je suis plus tenté, tu vois, d'aller sur un Eli Lilly qu'un Novo Nordisk, par exemple. J'ai perdu ta question. Excuse-moi, là, je suis parti. Ouais, non, Je t'inquiète. suis C'est parti dans mon justement à truc. propos des distorsions de marché. Est-ce que tu penses que Oui, du oui, coup, il y voilà. aura un problème au niveau de tout simplement de l'investissement, dans le sens où il y aura peut-être plus de stock pickers, enfin si, il y en aura toujours, mais Ouais. tout le monde voudra aller sur les ETF et donc il y aura un certain problème sur le marché, quoi. Alors, je pense que, ouais, justement, c'est pour ça que j'y venais. Je pense qu'on a encore quand même de la marge. Je sais pas à combien on est en termes de flow exactement, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de marge. Je pense que quoi qu'il arrive, on aura toujours des traders, toujours des gérants de fonds et toujours des gens qui vont essayer de surperformer le marché. Un très bon exemple, tu vois, on parle beaucoup de ce problème des ETF, etc. Mais alors, comment on explique que Nvidia a fait x10 et est rentré dans le top 3, même top 1 à un moment monde sur les ETF, enfin sur le marché en tout cas. Si les ETF sont si dramatiques que ça, Nvidia n'aurait pas pu rentrer, tu vois. Maintenant, clairement, je pense, et ça c'est vrai, que en fait, les winner takes all, tu vois, c'est que les plus gros vont devenir de plus en plus gros et vont manger de plus en plus et vont avoir de plus en plus d'argent pour manger de plus en plus et ça va continuer. Donc effectivement, pourra y avoir des distorsions de marché, mais je pense que on a quand même de la marge, tu vois. Ouais, le temps, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok, bah écoute, juste une question pour finir, Simon. Si tu pouvais aujourd'hui donner une recommandation aux investisseurs qui souhaitent se lancer sur les ETF, je pense savoir, mais tu leur dirais quoi? Faites simple, franchement, faites simple. Vous prenez pas trop la tête. Ne vous dites pas que il faut avoir plein de trucs pour diversifier, machin. Aujourd'hui, si t'as pas encore investi, que t'as 500 euros, que t'as 1000 euros, même 5000 ou 10 000, un ETF, ça suffit. Moi, j'ai un ETF et pourtant, j'investis depuis des années. Et en fait, comme je l'ai dit au début de cette interview, les ETF, c'est le début comme la fin. Et si ça se trouve, en fait, limite, moi, mon avis, c'est qu'un ETF S&P 500 ou MSCI World, c'est le début et la fin, tu vois. C'est-à-dire Hmm. que une ligne peut suffire dans votre portefeuille. Ça vous aidera tellement à voir la vie, enfin à voir tout le monde clair, tu vois, à ne pas être brouillé quand vous voyez toutes vos lignes sur vos portefeuilles, vous dire que vous allez devoir rééquilibrer, etc. Donc faites simple, par pitié, ne prenez pas 10 ETF si vous avez 500 euros à investir. Ok, bah écoute, je te remercie pour toute cette présentation et puis pour la valeur que tu as apportée, Simon, aujourd'hui. Bah écoute, avec plaisir, merci de m'avoir invité. Eh bien, écoutez, et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'Investir pour demain. J'espère que, en tout cas, cette discussion avec Simon t'a permis de mieux comprendre l'univers des ETF, des bases aux stratégies plus avancées. Bon, même si on s'est un peu éloigné, mais c'était super enrichissant. Si tu veux en savoir plus sur son travail, tu peux le retrouver sur LinkedIn. Le lien est juste en dessous dans la description. Et si cet épisode t'a plu, t'a apporté de la valeur, pense à le partager, à laisser un commentaire. C'est grâce à ton soutien qu'on continue à faire vivre ce podcast et à inviter des profils aussi passionnants. Écoute, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, reste curieux, forme-toi intelligemment et investis pour demain. Allez, salut!